Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et cette fois-ci, ce jour-ci, en fait, je suis avec mon ami Julien Dupuis. Et oui, t'as vu, Salut, j'ai fait Julien. ton geste fétiche. Exactement, mon geste fétiche pour te montrer du doigt. On a 3 caméras, donc il faut que je pointe. La force de l'habitude. Exactement, voilà. Pour parler d'un film dont on a déjà parlé en vrai. C'est vrai ? Si tu veux, ouais, parce qu'en fait, on avait enregistré un podcast qui a été bouffé par la machine. Merci, en fait, merci à la technique. c'est marrant parce que ça reflète pas mal le scénario en plus. C'est clair. Ça se trouve, on est en train de vous enregistrer un truc qui va être à nouveau avalé par la machine. Et il faudra peut-être le refaire. Voilà. Peut-être. Donc nous sommes mi-décembre. Exactement, voilà, c'est ça. Au moment où on enregistre, et nous sommes là pour vous parler de Old Boy, si vous avez lu le résumé de un film de Noël, un bon film de Noël, un bon film de Noël. Bon, après on va peut-être passer l'épisode après Noël, donc on va savoir. Ouais, voilà. Donc Old Boy qui sort chez Metropolitan dans le coffret La trilogie de la vengeance. Exactement. Voilà. Donc Old Boy de Park Chan-wook. La raison pour laquelle on a choisi ce film, c'est parce qu'il vient de fêter ses 20 ans chez nous. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un peu sur les 3 films, en fait, c'est-à-dire entre Sympathie for Mr. Vengeance, Old Boy et Lady Vengeance, c'est celui sur lequel on est quand même tombé d'accord vraiment. Oui, c'est clair. Voilà. Mais moi, j'avais bien aimé Sympathy for Mr. Vengeance à sa sortie. On lance peut-être la carrière parce que ça permet de recontextualiser la carrière de Park Chan-wook et moi j'avais découvert John Security-Aera qui est en vidéo qui était sorti dans la collection Asian Star de Dionnet chez Pathé et j'avais bien aimé le film mais sans plus et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que je trouve que c'est un film à réévaluer. Il était ressorti en salle il y a quelques années. J'ai déjà vu, c'est ce que tu avais dit la dernière fois. Non mais bien sûr, mais c'est vraiment en fait c'est un film qui est assez étonnant et beaucoup plus rigoureux et passionnant en fait au niveau de la réalisation que dans mon souvenir en fait en réalité. Et donc j'avais bien aimé Sympathy for Mr. Vengeance, mais pour moi la vraie claque ça a été Old Boy et la grosse déception ça a été Lady Vengeance. Ça a été sûr, et à partir de là d'ailleurs j'ai un peu abandonné Park Chan-wook que moi j'ai retrouvé complètement avec Mademoiselle par la suite. Tu n'aimes pas Mademoiselle, il y a des belles choses, hein, encore une fois, c'est pas voilà, mais je ne partage pas la dithyrambe. Il y a des très belles choses aussi dans comment ça s'appelait, Decision to Live récemment. On avait fait un podcast dessus. Voilà, mais comment dire, pareil, j'ai des endroits où je suis mitigé. C'est beaucoup moins le cas sur Old Boy. Non, c'est quand même un film qui tient quand même très très bien la route 20 ans après. Est-ce qu'on le pitch très rapidement, hein, parce que c'est quand même très connu. Oui, c'est un film de vengeance. Je pense qu'il faut déjà vraiment le classer en fait dans ce genre-là parce que c'est son rapport au genre et la façon dont il travaille les tropes en fait du genre. En vérité, mais je trouve que Old Boy, la façon qu'il a de travailler la vengeance est vraiment passionnante. En gros, c'est un homme lambda gentiment abruti en fait. Il est un peu présenté comme ça, quoi. Qui a une vie en tout cas dissolue, qui a pas du tout de compas moral, enfin voilà, ou pas vraiment quoi en fait. Il est un peu merdeux quoi. Qui se fait kidnapper un jour, qui disparaît complètement. De la vie, qui se retrouve pendant 25 ans, si mes souvenirs sont corrects, dans une chambre. C'est 25 ans dans le... C'est très long, peut-être 15 ans, je sais 10 ou 15 bon, peu importe, enfin, en tout cas pendant des années, dans une même chambre, et il vit tous les jours en fait à peu près la même routine, on lui sert tout le temps la même nourriture, il a l'occasion quand même de voir la télévision, mais et la chambre est pas... c'est pas infect quoi, c'est pas le comte de Monte Cristo qui est. Il peut pas sortir. Mais il peut pas sortir effectivement, il voit rien, il voit pas l'extérieur, etc. Et puis le truc qui est hyper important en fait dans le récit, c'est que il est régulièrement endormi et il sait pas ce qu'on lui fait en fait pendant qu'il est endormi. Et il y a donc tout un truc en fait qui va être installé sur l'hypnose en fait, c'est sur le comment on va reformater en fait ce gars-là. Et ce gars-là sort avec une seule idée en tête, c'est que c'est un mec complètement brisé, complètement déphasé en fait par rapport au monde dont il a été arraché en fait pendant toutes ces années. Et donc il va avoir une obsession, c'est retrouver la personne qui l'a kidnappé et se venger de la personne. Mais ce faisant, il va s'apercevoir petit à petit que il est en fait complètement instrumentalisé au profit de quelqu'un d'autre, quoi. Alors c'est tiré d'un manga
C'est ça. Voilà. Et très clairement inspiré du Comte de Monte Cristo. Hein. Oui, ça c'est sûr et certain. Le Comte de Monte Cristo, par bien des aspects, c'est, je pense, le récit fondamental en fait du récit de vengeance, quoi. Ouais, voilà. Bien sûr, ouais. Mais mais je pense aussi que Park Chan-wook, il a en tête tous les films de vengeance en fait qu'il a pu voir auparavant. Et moi je trouve que c'est un genre qui me fascine parce que je trouve que c'est un genre qui déjà qui a des règles très très définies en fait en général, et à travers lesquelles en fait tu peux travailler pour instituer d'autres choses. C'est-à-dire que de prime abord, le film de vengeance, c'est quand même un truc qui est hyper réac. C'est-à-dire que c'est un truc où on te dit la société et qui te dit en gros la société. Non mais moi j'ai aucun problème avec ça, je regarde pas, je critique pas les films en fonction de leur idéologie, quand bien même j'ai beaucoup plus d'affection avec un film qui sera idéologiquement plus proche de ma sensibilité, mais peu importe. Et donc c'est un genre qui te dit en gros, voilà, la société défaille, elle ne peut pas, la loi ne suffit pas, ou elle ne peut pas être appliquée de façon suffisamment rigoureuse, et donc tu as un individu lambda qui impose sa propre moralité, sa propre vision en fait de la justice, et donc il y a dans un mouvement toujours très cathartique, hein, c'est une des satisfactions du film de vengeance, va décider de se faire justice lui-même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de tout ça, tu peux introduire plein de nuances en fait qui vont guider en fait le film de vengeance complètement ailleurs. Et moi par exemple, on n'est pas là pour en parler, mais tu vois, sur Un justicier dans la ville, dans le premier, il y a un truc que je trouve très trouble en fait dans l'évolution du personnage de Bronson, en particulier sur la fin, quoi. Je vais pas spoiler, on n'est pas là pour parler du film, mais qui pour moi jette... déjà allègrement spoilé dans Stéroïde. Mais qui jette un regard complètement différent, je trouve, sur le personnage en fait, qui évidemment ce sera pas le cas dans les suites. Puis il y a une réelle trajectoire aussi. C'est l'idée, c'est la simple idée en fait, si tu veux, que ça soit dans le justicier dans la ville, c'est un démocrate bon teint, exactement, qui est contre les armes, qui en fait il y a tout un jeu autour de ça, quoi. Et donc tout l'autre truc aussi, c'est le prix à payer là-dedans, quoi. Et bon voilà, après tu peux travailler ça, ce récit-là, cette typologie de récit de façon très très différente. Oldboy, pour moi, c'est un cas unique. C'est-à-dire, je vois pas d'équivalent en fait dans les films de vengeance là-dedans, puisque le principe, on spoil, hein, je le rappelle, pour les gens qui sont pas habitués à regarder Stéroïde ou Capture en général. Capture, c'est quand même la chaîne où on spoil. On pourrait le mettre en sous-titre. La chaîne Capture, où on spoil. Les podcasts où on spoil. Ici, on spoil. Comme des porcs. Et donc voilà. Et en fait, donc dans Oldboy, en fait, ce que moi j'adore, c'est que à mesure que le récit se déploie, tu te rends compte que parce que les moteurs en fait des films de vengeance, c'est la volonté humaine. C'est ça en fait le truc. C'est un mec qui va décider de se battre contre plein de choses, contre son destin, contre la société, contre la loi, contre les forces de l'ordre, etc. Et ce qui est célébré en général dans les films de vengeance, c'est justement cette volonté très individuelle en fait de ce héros, et c'est en général sa pugnacité qui en fait vraiment une figure héroïque. Et donc c'est ça en fait qui est célébré. Et ce qui est intéressant en fait, c'est dans Oldboy, c'est que plus le héros en fait fait preuve de pugnacité, de ténacité en fait dans sa volonté de vengeance, de résistance, de résilience, etc. Plus en fait tu commences à te rendre compte que il est au service de la vengeance d'un autre en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc, l'idée scénaristique qui peut sembler un peu décalé, enfin je sais pas trop comment tu l'aperçois, mais cette idée de l'hypnose en fait, qui est figurée dans le film à travers plusieurs choses. Alors, de temps en temps, par exemple, tu vois son ennemi juré qui apparaît de façon très subrepticement en fait dans un coin du cadre, etc. Mais c'est surtout aussi sur les motifs. Il y a tout un travail en fait sur les motifs très géométriques en fait, qui sont répétés avec des couleurs en plus souvent assez criardes qui tranchent avec le reste du film. C'est un film très vert en fait, Oldboy, qui tire vachement vers et pas un vert vivifiant, un vert plus de pourriture, de rouille, enfin quelque chose comme ça, quoi. Et donc t'as ce truc de motif, et donc en fait tu te rends compte que le personnage il est complètement instrumentalisé pour, d'une part, se punir lui-même d'un crime qu'il a commis par le passé, c'est-à-dire que au bout d'un moment tu te rends compte que cet emprisonnement n'était qu'une partie en fait de la machination dont il est la victime, et d'autre part pour que son tortionnaire se punisse lui-même aussi, puisque c'est aussi le but, c'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui a commis un crime, qui a été puni de ce crime accidentellement par le héros,
et qui va quelque part s'auto-punir. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense que le mec, c'est pas que ça lui échappe au bout d'un moment, c'est que il veut vraiment. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs façons de voir. Déjà, l'intérêt, je trouve, ce qui est génial avec le film de vengeance, c'est que normalement, t'as un récit clair. C'est-à-dire, c'est un point limpide, il s'est passé ça, et l'enjeu est là. Oui. C'est-à-dire vraiment, donc en fait, le truc, c'est que dans ce canevas assez simple, tu peux questionner évidemment la moralité de tes personnages, tu vois, ce qui est déjà, tu peux faire de la psychologie sans être psychologisant, tu vois. C'est vrai. Voilà, tu peux, questionner la société, mine de rien, et ça, je trouve que c'est, la force en fait de Oldboy, c'est qu'il fait tout ça en fait en même temps, quoi. Et effectivement, après, tu as, je pense, entre guillemets, ce que tu avances sur l'hypnose, moi, je le prends aussi comme une espèce de petite manipulation du spectateur, quoi. C'est-à-dire que en gros, c'est un jeu, il y a un jeu de l'image permanent dans le film. Complètement. C'est un des trucs aussi qui avait quand même, je pense, beaucoup plu, au public à l'époque, quoi, qui a fait que c'est quand même aussi, il faut le dire, un film internationalement reconnu, quoi. C'est-à-dire, il y a eu un gros boom du cinéma coréen en fait, à la fin des années 90, début des années 2000 à l'époque, quoi. C'est un film qui date de 2003, mais finalement, les films qui restent aujourd'hui, 20 ans après, ils sont pas beaucoup en fait, il y en a pas tant que ça, quoi. Non, mais en tout cas dans l'esprit du grand public, ce que je veux dire par là, vraiment de la cinéphilie mondiale, et Oldboy il en fait clairement partie, quoi. Et en fait, le truc avec la Coréens, moi je sais pas comment tu l'as perçu, Steph, mais parce que dans le premier enregistrement du podcast, je crois qu'on n'en avait pas parlé, mais en fait ce qui était intéressant, ce dont je me souviens moi dans la réception du cinéma coréen, c'est que on était tous, une partie en fait des cinéphiles en fait étaient partis dans le cinéma de Hong Kong, avaient découvert ça dans le courant des années 90, plus ou moins tardivement en fonction de ton accès au film, etc., etc. Mais en tout cas, on a tous découvert, tu vois, John Woo, Ringo Lam, en fait, tous ces mecs-là, en fait, on les a découverts. En tout cas, pour moi, je les ai vraiment découverts dans les années 90. Mais tu savais qu'il allait y avoir la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Tu te rendais compte en même temps que tous ces mecs-là étaient aspirés par Hollywood et qui, en général, les concassaient, les broyaient, parfois pour donner des résultats merveilleux comme Piège à Hong Kong, et puis ou Double Team, mais parfois en fait pour faire des œuvres qui étaient franchement embarrassantes ou anodines, etc. Et en fait, la Corée est arrivée, le cinéma coréen a émergé, en tout cas en France, à ce moment-là. Et nous, moi, je l'ai perçu en fait comme un potentiel recours pour le vide qui était laissé par le cinéma de Hong Kong. Et je me suis rendu compte très rapidement, je me suis dit non, merde, c'est pas ça. Et fort heureusement. Ouais, bien sûr. Et le truc en fait très pourquoi fort heureusement? Fort heureusement parce que c'est pas une cinématographie qui en remplace une autre. Non, bien sûr, évidemment. Mais en fait, si tu veux, t'avais un foisonnement qui était génial en fait à découvrir, et tu disais c'est peut-être là-bas que ça se passe maintenant, quoi. Et en fait, je me rappelle le premier truc de distinction en fait, moi c'est comme ça que j'ai identifié le cinéma coréen, c'était quelques blockbusters comme c'était Siri, non, ou Jiri? Oui, Shiri, Siri, c'est ça en fait, qui était sorti en salle, non? Il était pas sorti en salle. Si, il est sorti en salle. Merci Alain, ouais. Et donc voilà, mais ça c'était dans mon souvenir, c'était pas terrible du tout. Et des films de genre qui étaient marqués par cette espèce de violence hyper crue en fait, et que tu retrouves d'ailleurs dans Oldboy. Clairement. Mais c'est vrai que mais c'est très. Alors moi j'ai trouvé ça beaucoup plus rare dans les films coréens que j'ai pu voir à l'époque, mais c'est surtout moi en tout cas l'accession qu'on pouvait avoir à ce cinéma-là, en fait je la connecte aussi à l'avènement du DVD. C'est-à-dire qu'en fait le truc avec le DVD, c'est que ça a littéralement démocratisé le cinéma d'une manière mondiale. C'est-à-dire d'une manière en fait où il y a eu beaucoup, enfin il y a un engouement pour le DVD qui était énorme dans ces années-là, quoi. Pré-piratage, toutes ces choses-là, et du coup. En gros, le fait de se dire on peut acheter des films sur un marché mondial, les recevoir chez soi et en fait découvrir en fait une autre cinématographie, ça fonctionne tout autant parce que les DVD t'avais des sous-titres, ce que t'avais pas sur les VHS. C'est ça. Voilà. Et dès que t'avais des sous-titres anglais, c'était bon, quoi. Voilà, t'achetais ou en tout cas les magasins spécialisés te les vendaient, quoi. Et du coup, t'avais même, je me rappelle, des imports à la Fnac en fait. Vraiment, donc c'était vraiment démocratisé dans toute la France et pas forcément le cinéma coréen, mais en tout cas. Il y avait de l'import. Et le truc, c'est que je pense que d'un seul coup,
il y a des films, alors tu parlais de cinéma de Hong Kong, mais je pense que Shaolin Soccer, par exemple, il n'aurait pas eu ce boom-là, en fait, international, s'il n'y avait pas le DVD, etc., etc., en fait. Donc, du coup, indépendamment de la qualité des films, c'est vraiment, voilà. Donc, je pense, en fait, que le cinéma coréen, il a aussi profité, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une très grosse, un très gros boost, en fait, là-bas, sur place, quoi. Mais ça a profité internationalement, et je pense que, ça a fait, pour prendre un terme cher à notre bon président, ça fait ruissellement, quoi. Tu vois, voilà, tu vois, faut bien que quelque part ça marche. Mais c'est vrai que c'est sorti juste après l'année suivante, je crois, de Memories of Murder. Et non, c'est ça. Memories of Murder est sorti la même année, enfin c'est dans les mêmes eaux, quoi, on va dire. Et tu te souviens pas de la date de sortie de Memories of Murder? Si, parce que en France c'était en 2004, mais ah oui, c'était juste après, d'accord. Mais enfin, en tout cas, je me rappelle que c'était un truc où tu te disais, eux deux, il faut les suivre, quoi. Oui, bien sûr, complètement. Il y avait un truc où tu disais, ouais, et Oldboy, en fait, tout ça pour dire que pour moi, Oldboy, c'était vraiment le truc où je me disais, il y a un truc spécifique, en fait, vraiment, qui est en train de se créer là-bas, en fait, de plein de façons différentes, en fait. C'était tu le voyais dans les festivals, tu le voyais très atypique, quoi, tu vois, et voilà, et c'était pas encore reconnu d'ailleurs par Cannes, enfin, c'est-à-dire que Oldboy, si, parce que Oldboy il a eu le Grand Prix du jury. Voilà, c'est ça, il y a eu un buzz, en fait, qui a été créé par Oldboy, mais je me rappelle que quand il a été annoncé là-bas, c'était pas spécialement attendu. Le buzz, il s'est créé vraiment à Cannes. Ouais, et puis alors il y a deux choses, c'est-à-dire que le film était déjà sorti en Corée, il était déjà dispo en DVD. C'est vrai. Ouais. Et non, moi j'avais des copains qui l'avaient vu déjà, et qui m'en avaient parlé, quoi. Mais nous on l'avait vu en salle. On l'a vu en salle, en projection. Club 13. Au club. Ah oui, c'était au. Je m'en souviens. Il y a Yannick aussi. Ouais. Et non, mais c'était une vraie découverte et tout. Et le truc, c'est que comment dire, en fait, je pense même que le film aurait pu avoir la palme. Si cette année-là, il n'y avait pas eu, Fahrenheit 911 de Michael Moore, produit par les Weinstein, quoi. Voilà, et Tarantino en tant que président du jury. Et en fait, et comme Tarantino, on l'a vu à chaque fois qu'il a été président du jury quelque part, il a quand même favorisé les copains, quoi. Il avait filé le Lion d'Or à son ex. La fille Coppola, tu vois, quand il était à Venise, enfin voilà, donc et là le truc c'est que c'était soi-disant un film important à l'époque, anti-Bush et tout ça, etc., enfin le film tu peux pas le revoir aujourd'hui, Fahrenheit 911, il a aucun intérêt. Donc le truc c'est, il y a peut-être un marqueur de l'époque, et encore, tu vois, vu que de toute façon c'est un regard un peu biaisé de la part de Michael Moore, voilà. Donc c'est vrai que là-dessus, je pense que c'est un peu la faute à pas de chance, en fait, pour Oldboy. Je pense que ça aurait mais après bon, il a une carrière internationale absolument dingue, ce film. Moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que je pense que dans la logique aussi de l'hypnose, ce que tu pointais du doigt, parce que revenons un peu au film, vraiment, il y a cette notion aussi du questionnement, en fait, parce que c'est un des grands trucs de la vengeance, quand en tout cas le cinéaste se pose des questions là-dessus, le questionnement du droit à la vengeance, en fait. C'est-à-dire vraiment, et du droit dans la société, et voilà. Et quand tu fais un film comme ça, Tarantino à l'époque aussi l'avait fait avec Kill Bill, c'est-à-dire il y avait un vrai questionnement autour de est-ce qu'on a le droit à la vengeance, et comment ça fonctionne, et il y a tout un discours dans le film autour de ça, quoi. Assez limpide, assez clair, assez précis, quoi. Là, il est un peu plus trouble, mais ceci étant dit, en fait, à partir du moment où il te montre que tout ça, il y a un côté cyclique, et à partir du moment où t'as pas du tout de happy end, c'est-à-dire que la fin de Oldboy, elle est hyper cringe, quoi. Elle est hyper dérangeante, quoi. Donc, c'est-à-dire que le mec, en fait, qui a été une victime pendant tout le film, accepte en fait d'être une victime jusqu'au bout, en se refaisant hypnotiser à la fin et en repartant avec sa propre fille, et a priori pour devenir un couple, c'est-à-dire que pour oublier en fait tout ce qui s'est passé et pour assumer en fait la romance qui a été créée du coup par son artificiellement par et ça c'est hyper dérangeant. Là, t'as bien tout spoilé. Mais oui, bien sûr. Mais c'est le côté, je pense que c'est le côté qui, alors il y a deux choses là-dedans. Moi, il y a un côté que j'aime beaucoup dans le film, en fait, et de manière assez presque crapoteuse, j'ai envie de dire, c'est le côté exploitation du film. C'est-à-dire, pour moi, je l'ai toujours vu comme un film d'exploitation. C'est-à-dire, en tout cas, qu'il n'oublie pas ces racines-là, en fait, qui est lié au cinéma de vengeance. Et ce qui, pour moi, en fait, permet de passer beaucoup de certaines affaîtries de mise en scène, on va dire, si tu veux, comme un peu précieuses, des petits détails, en fait, alors j'ai pas d'exemple vraiment spécifique là, quoi, mais en fait, je trouve qu'en tout cas, tous ces moments qui pourraient être des moments un peu clés que j'ai trouvé un peu désincarnés dans son cinéma par la suite,
notamment dans Les Vengeances, tu vois, par exemple, je me rappellerai toujours dans Les Vengeances cette espèce de rêve avec elle qui apparaît sur une tête, sur un chien avec sa tête et tout ça, etc. Son ennemi, enfin bref, tu vois, voilà. Il y a un truc comme ça, je me suis dit, c'est quoi ça, ça fout là, tu vois. Oui, mais je trouve que c'est pas le cas en fait dans le boy, ou en tout cas que c'est ça pourrait être le cas avec le par exemple le poulpe dans sa bouche ou ce genre de choses, tu vois, des images. Par exemple, moi, le poulpe, c'est une séquence qui nourrit complètement le personnage, donc pour moi, c'est pas mais je suis d'accord avec toi. C'est un truc. On a beaucoup parlé en fait de cette séquence du poulpe après. C'est un des trucs pour lesquels on se souvient du film. Et pour moi, c'est quand même ce mec qui a été contraint de bouffer tout le temps le même truc et qui a besoin littéralement de croquer la vie à pleines dents. J'ai un truc horrible, quoi. Alors c'est horrible qu'ils aient tourné la scène comme ça. Hein. Parce que c'est un vrai poulpe. Parce que c'est un vrai poulpe. Alors, ça se fait en Corée du Sud. Ils mangent les poulpes vivants comme ça. C'est épouvantable. Mais et donc là, ils en ont sacrifié un paquet en fait pour le tournage du film. Donc ça, c'est parfaitement. Je sais même pas s'ils pourraient le faire en fait aujourd'hui, un truc comme ça. Bah, peut-être là-bas si. Mais peut-être quand c'est encore. La question, c'est que tu le filmes en fait. Mais par contre, si tu veux, au niveau de la mise en scène, je trouve que c'est pas du tout une affaîtterie. Je trouve que ce que ça dit du personnage, c'est génial. Sur cet exemple justement, je prenais cet exemple-là pour dire que là, c'est incarné. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est quand c'est désincarné qu'il y a un problème, que j'ai un problème moi avec voilà, et c'est un peu là où j'ai du mal avec par exemple Mademoiselle ou certaines scènes de Decision to Live. Mais le truc c'est que en fait et je parle pas de ceux qui m'ont vraiment comme Lady Vengeance encore une fois où là je suis resté sur le bas côté quoi. Tu l'as vu ça, son film de vampire? Mais en fait souvent c'est quelqu'un qui peut me laisser sur le bas côté en fait, en gros j'arrive pas à embarquer dans son cinéma toujours là complètement, et je pense qu'en fait encore une fois complètement parce que il assume totalement son sujet, 2 il assume le questionnement qui va avec son sujet, bien sûr. Et 3, en fait, il assume un autre truc qui, pour moi, en fait, est hyper important dans le film. Alors, on n'était pas tout à fait d'accord la dernière fois dans l'autre podcast oublié, effacé de la planète, quoi. C'est ce retour à la bestialité. Mais pour moi, en fait, c'est lié à la connexion, en fait, c'est lié à la notion de sociétale, en fait, qui a avancé dans le film. C'est-à-dire que, en fait, ce type-là, c'est déjà entre guillemets une victime de la société avant en fait d'être une victime de son bourreau. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un gars qui est stagnant dans sa vie, qui est rien. C'est assez marrant d'ailleurs parce que moi je connais pas les us et coutumes de la société sud-coréenne, tu vois. Mais en fait, t'as vraiment l'impression, et ça je pense que ça vient du manga, que c'est un salaryman en fait à la japonaise, qui se bourre la gueule après avoir bossé un peu de manière. Lui, je pense que c'est pas pour décompresser. Il a vraiment un côté un peu égaré en fait, ce mec-là, et irresponsable en fait. Bien sûr. En fait, c'est ça son crime. Oui. C'est que le mec est irresponsable et manque d'empathie, et du coup, on va le faire. Et je pense en fait que c'est déjà quelque part un rebut de la société en fait, tel qu'il est présenté dans le truc, voilà. Et qu'en fait, en gros, ce formatage, appelons ça comme ça, en fait, de la vengeance, en fait, le truc en fait qui va le transformer en animal, quoi. Quand je dis animal, c'est vraiment en fait, en gros, quelqu'un qui n'a plus du tout de questionnement sur comment fonctionner en société, si tu veux, une fois qu'il sort de cet endroit, quoi, tu vois. Et en gros, je pense que quelque part, c'était important dans le récit du film, pour que le film aille là-bas. C'est-à-dire, c'est le vecteur pour le personnage, pour le spectateur, d'être à côté de lui et de se dire, ok, en fait, en gros, quand il va se passer toutes ces horreurs. Tu vois, tu vas avoir de la peine pour lui. Mais ça vient aussi de lui. C'est-à-dire, c'est émanant, ça émane de lui. C'est-à-dire qu'il est à la fois son propre, c'est-à-dire il est à la fois manipulé et à la fois il est la personne qui fait tout ça. Moi, il y a un truc que j'adore là-dessus, et c'est aussi un autre truc intéressant chez les films de vengeance, c'est que les personnages, les vengeurs, ils peuvent être très rapidement abjects. En particulier encore une fois, quand t'es contre la peine de mort, ce qui est mon cas, hein, quand t'as une sensibilité très à gauche et tout. Et en fait, c'est toujours intéressant du coup, et c'est aussi une des raisons qui me fascine en fait dans le genre, de voir pourquoi en fait je suis ce personnage-là, et en quoi d'où vient mon empathie en fait pour ce personnage-là, et comment on l'a créé, etc. À quel moment, moi en tant que spectateur, en fait je laisse mes idéologies de côté et tout, et je me dis je vais le suivre. Tu deviens de droite quand tu regardes bien sûr, évidemment, pourquoi pas, je m'en fous de ça. C'est pas pour ça que je vais changer d'opinion après. Mais le truc, c'est que là, ce qui est hyper intéressant, je trouve, dans All Boy, c'est que Park Chan-wook qui prend ce pari qui est fascinant en fait, de se dire je vais faire un personnage qui de prime abord va être très loin du spectateur. C'est a priori très difficile en fait de t'identifier au personnage parce que il se comporte de façon
vraiment hyper anormal. Effectivement, il y a un côté de sauvagerie en fait qui revient chez lui. Il est complètement pété. Dans la scène d'ouverture, il est absolument pas sympathique et tout. C'est une vraie leçon en fait. Ça, c'est un truc d'Hollywood en fait où tu sens qu'il faut que t'aimes le personnage très très vite en fait. Et lui, j'aime bien beaucoup moi en fait quand les cinéastes ils font ça, et quand ils font l'inverse quoi, quand ils disent non, on va prendre le temps. Et tant pis en fait si tu l'aimes pas au début, tu vas voir, tu vas être intéressé quand même. Et je pense qu'il y a deux choses en fait qui fonctionnent juste sur deux cordes. C'est le fait que ce soit une victime au début. T'as de la peine en fait pour lui. Tu te dis putain c'est horrible quoi, il mérite pas ça. Pourquoi il est puni comme ça ce mec? Et puis surtout, et c'est là où je pense qu'il faut qu'on en vienne à la scène du couloir parce qu'on en a pas encore parlé. Ouais. La résilience en fait du mec, sa résistance en fait aux antagonistes en fait quels qu'ils soient. Et ça je pense qu'il y a un truc où il prend le pari, il se dit je vais juste aller là-dedans et ça va marcher. Et ça marche du feu de Dieu. Bien sûr, déjà il y a ça, et encore une fois, je pense que c'est lié, en fait, si tu veux, la sauvagerie inhérente du personnage conforte le spectateur dans la sauvagerie inhérente du film. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, il y a cette notion que, en fait, tu peux accepter tout ce qui va se passer parce que de toute façon ce personnage-là en a pris plein la gueule et que t'es à côté de lui quoi. Mais c'est une sauvagerie qui est hyper encadrée en fait. Et parlons de la scène de couloir parce que moi ce qui est génial en fait de la scène de couloir c'est l'idée, mais c'est surtout que pour moi elle encapsule tout le projet du film en fait cette scène-là quoi. Dans quel sens pour toi? C'est-à-dire que là quand tu réfléchis à cette scénographie c'est le chaos. C'est une scène complètement chaotique. Faut la raconter, c'est un plan latéral en fait. C'est ça exactement, il est dans un couloir, il est face à plein d'antagonistes, lui il est tout seul avec un marteau. Alors c'est pareil, le choix de l'arme dans les films de vengeance c'est toujours fondamental parce qu'il est constituant en fait du personnage, c'est-à-dire que tu comprends le personnage et tu comprends son évolution par rapport au choix de son arme quand c'est bien fait en tout cas quoi. Donc lui il a un marteau pour le coup. Ça aussi c'est hyper intéressant parce que en Corée du Sud apparemment les armes à feu c'est hyper réglementé, c'est très compliqué en fait d'en avoir et je pense que c'est ça aussi qui nous a désarçonné par rapport au cinéma d'Hong Kong. T'avais des flingues partout. C'est que en fait c'est beaucoup d'armes blanches ou des armes qui sont très communes en fait, et là en l'occurrence c'est une longue scène de bagarre, il n'y a pas une seule arme à feu, il y a des couteaux, pas beaucoup de bâtons en fait, parce que ça c'est apparemment tout le crime organisé en fait en Corée du Sud utilise beaucoup de bâtons, et donc lui qui a un marteau, et donc il affronte une quantité affolante d'antagonistes. Et en gros, il avance, il recule, et donc t'as un plan qui est filmé latéralement, le film en 2:35, donc t'as un format large qui est adapté en fait à cette scénographie-là, et donc le personnage est coincé en fait dans ce couloir, continue à s'échiner en fait, à avancer pour atteindre un ascenseur où l'attendent à nouveau d'autres gars. Et donc t'as un long plan séquence qui dure je sais pas combien, j'ai pas calculé le nombre de minutes. Ouais, il est pas si long, mais en fait le truc c'est que s'il est très impressionnant surtout. Et qui est unique, enfin voilà, c'était une scène de baston, t'avais jamais vu ça. Tellement unique, il a été repris je ne sais combien de fois. Et en fait ce qui est hyper intéressant c'est que initialement Park Chan-wook qui pensait faire une scène très découpée etc. et tout, c'est Cho Min-sik en fait l'acteur en fait qui l'a poussé en fait à faire ça, ils en ont parlé tous les deux puis finalement ils ont décidé ça. Et ce qui est intéressant c'est que la scène a été tournée sur 2 jours, je crois qu'ils ont fait une 15aine de prises, un truc comme ça, mais ils ont jamais réussi, contrairement au John Wick tu vois par exemple, à avoir une chorégraphie qui soit hyper calibrée. C'est pas du tout de la danse en fait cette scène là, c'est une scène de chaos complète. Et moi ce que j'aime là-dedans, et c'est là encore une fois je pense qu'elle synthétise tout le principe même du film, c'est que t'as du chaos complet qui est motivé juste par le mouvement en fait primaire en fait du personnage, c'est-à-dire qu'il va de gauche, il doit aller de gauche jusqu'à droite et basiquement personne va réussir à l'arrêter, mais hyper encadré en fait. C'est complètement contraint en fait à l'intérieur d'un truc. Et pour moi c'est ça le film en fait. C'est pour ça aussi que je revenais sur l'hypnose et sur cette idée des motifs géométriques de couleurs qui reviennent très régulièrement en fait dans le film. C'est un élément de chaos en fait, mais dans avec un parcours qui est extrêmement encadré, et ça tu t'en rends compte à la fin quoi, uniquement à la fin quoi, où de toute façon il pouvait pas finir autrement, ça devait se terminer comme ça, et on va le coincer quand même, et finalement le seul vrai libre arbitre en fait du personnage, alors que c'est ça aussi les films de vengeance, c'est une célébration du libre arbitre souvent, et le seul libre arbitre c'est cette décision finale qui en gros il se soumet une nouvelle fois en fait à la vengeance de base en fait, qui est je vais être hypnotisé une dernière fois quoi. Voilà. Oui pour pouvoir tenir le reste de sa vie en vrai, parce que par rapport à tout ce qu'il a pu faire bien malgré lui quoi, voilà. Tout ce qu'on l'a forcé à faire quoi. Mais après il y a ce truc en fait, ce qui est intéressant, je pense que t'as raison sur l'idée que ça résume le film, parce que en fait le projet, parce que en gros chaque personne qui a essayé de le refaire derrière,
en fait, c'est forcément moins bien. Moi, pour moi, cette scène, en fait, c'est un peu comme la scène de l'ascenseur dans Die Hard 3. C'est-à-dire, tout le monde a essayé de la refaire et personne n'a réussi à la refaire, voilà. Parce que, et alors, j'ai pas de réelle raison, enfin, j'ai pas réfléchi pourquoi, en fait, dans Die Hard 3, les gens arrivent pas à la refaire. En général, quand elle est refaite, c'est par des branques, en fait. C'est par les frères Rousseau, je sais pas quoi. Donc, forcément, parce que, en fait, voilà. le truc qui est génial dans la scène de Die Hard 3, c'est pareil, en fait. C'est un truc, elle est motivée, elle fonctionne. La résolution, c'est comme dans les Die Hard de McTee, c'est que elle fonctionne parce que c'est une célébration de l'acuité et de l'intelligence de McClane, en fait. C'est-à-dire que c'est parce qu'il sait observer son environnement et qu'il sait être intelligent et donc gérer, en l'occurrence, des antagonistes, alors que lui, c'est le petit mec qui est au milieu des gros masters, en fait, qu'il arrive à s'en sortir. Voilà. Et après, en fait, c'est ça, ces scènes-là, en fait, c'est que, et c'est intéressant, en fait, d'évoquer ça dans Stéroïdes, c'est que, bien sûr, c'est ça qui est génial, en fait, dans le cinéma d'action quand il est bien fait, c'est que tu te rends compte que tu peux pas réussir un film d'action si tu réfléchis pas profondément à ton projet cinématographique et deux, si t'es pas intelligent. et en fait, basiquement, c'est un truc qui est pas assez célébré, en fait, dans ce genre-là. Bien sûr, parce que c'est du cinéma d'action, donc tu penses que c'est forcément bas du front, quoi. Et d'ailleurs, c'est comme tout, 95% des films d'action sont un peu bas du front, hein, en réalité, bien sûr. Donc voilà. Mais après, on aime ça. Faut pas non plus, tu vois. Non, voilà. Mais bien sûr, mais c'est ça aussi qui différencie. Exactement, c'est ça. Ces films-là du tout venant. Et la raison pour laquelle, en fait, ils sont influents. C'est aussi ça le truc, exactement, quoi, bien sûr. C'est-à-dire que c'est des formes qui ont été créées par ces films-là. Que ce soit dans Old Boy ou que ce soit dans John Wick, par exemple. Pour moi, c'est déjà une forme qui vient d'ailleurs. C'est déjà une forme qui vient de John Woo, qui vient de tout ça. Donc en fait, c'est encore une autre. C'est autre chose, les John Wick. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est encore une autre. Que ça soit influent, c'est une chose. Mais en fait, c'est déjà influencé en fait par ailleurs, quoi. Alors que là, je pense que justement, ça vient d'autres éléments, en fait, qui sont pas des éléments automatiquement cinématographiques par ailleurs, quoi. Mais voilà, le truc, c'est que donc du coup, il y a cette espèce de, et puis même, je pense que le shock factor, en fait, appelons ça comme ça, hein, général de Old Boy, quoi. C'est pareil, tu peux pas le répliquer. C'est-à-dire que, en gros, déjà, moi, je trouve qu'il a jamais vraiment lui réussi à le refaire. C'est-à-dire, voilà. Je pense que pareil, en tout cas. Ça reste son grand film, hein, pour moi, là-dedans. Peut-être que toi tu me diras Mademoiselle, moi en tout cas je trouve pas que ce soit... Mademoiselle, je trouve ça génial aussi, mais c'est pas pareil, en fait. C'est pas du tout le même genre de projet. C'est un truc de romance tout à fait différent. Et le truc, c'est que par exemple, alors la dernière fois, quand on avait enregistré dans ce fameux podcast qui a disparu, des limbes, il était mieux, hein. on avait parlé de comment dire, du remake. Américain, fait par Spike Lee, qui est quand même pas un manchot, à la base. Et toi tu l'as toujours pas vu, voilà. Moi je l'avais vu à l'époque exprès pour c'est-à-dire c'est un film, je me suis pas du tout demandé pourquoi il fallait que je le regarde, en fait. Et là, en fait, quand on a enregistré cet épisode, je me suis dit ça serait quand même bien que je puisse le voir pour savoir à peu près à quoi ça ressemble, quoi. Et effectivement, c'est là où tu te dis, c'est intéressant, en fait, ce genre de projet, de les regarder, parce que c'est un film qui a coûté cher. C'est un film, en fait, où il y a du talent dedans, quand même. Alors il faut le dire, on l'a pas dit, mais Old Boy, c'est un petit budget, et surtout, ça a été tourné très rapidement, en fait. Très vite, et ça, c'est pas du tout évident. Mais je pense qu'en fait, un cerveau comme Park Chan-wook, il faut pas qu'il réfléchisse trop, justement, il faut qu'il soit dans la zone, en fait, où il agit, quoi, et en fait, qui est dans l'action, quoi. Je pense que c'est surtout, en fait, d'avoir un concept qui tienne hyper bien la route, en fait. C'est ça la puissance de Old Boy, c'est qu'il a un concept tout se nourrit en soi, le jeu, la forme, le fond et tout. Mais tu parlais du Spike Lee. Et le Spike Lee, le problème, c'est que d'un seul coup, je pense que lui, il était coincé entre l'idée de refaire le film, l'idée de se l'approprier en tant que cinéaste, qu'à mon avis le studio, apparemment d'après ce que j'ai compris, il manque 1 heure de film dedans, donc qu'il est très long déjà le film. Non, c'est 1h45, c'est à peu près la même durée, voilà. Et d'ailleurs c'est marrant parce que à peut-être 2 détails près, c'est la même fin, c'est les mêmes trucs, quoi. Et encore une fois, il y a du talent dedans, hein. Je veux dire, il y a Josh Brolin dans le rôle de Choi Min-sik. Enfin voilà, c'est un bon acteur, hein, Josh Brolin. Il est super. Et donc, mais le problème, c'est que le film fonctionne pas. Il adore les donuts. Ah oui, c'est un mec bien. Il adore les donuts, il m'avait dit ça. J'ai dit, ouais, vous avez des gros biscottos, et tu me dis, ouais, il faut que je fasse gaffe, j'aime trop les donuts. Tu l'as interviewé, pourquoi? Deadpool 2. Ah, ouais, voilà. Mais il est beaucoup plus sympathique que l'autre. Tu vois, tu parles de Deadpool, Deadpool versus Wolverine, ils refont le plan séquence. Ah ouais, tu vois. Voilà. Mais c'est un truc qui est beaucoup plus fastueux, est-ce que tu veux, mais qui est hyper marquant, en fait. Hein, c'est vrai que c'est. Ouais, et par exemple dans le Spike Lee, il le refait. Alors il le fait. Alors déjà, il passe d'un étage à l'autre, dans un parking. Il le fait en fait au lieu que ça parte de gauche à droite, ça part de droite à gauche et tout. Mais apparemment déjà là, il a été tronqué.
par le studio, en fait, le plan, quoi. Il y avait un espèce de côté, comment dire... attends, bouge pas, je vais te montrer comment on fait, en fait, si tu veux. Oui, apparemment, c'était un long plan séquence de 10 minutes et tout ça. Voilà, c'est-à-dire un côté plus qui a été taillé par le studio. Donc voilà, ça serait vraiment intéressant de savoir en fait quelle est la vraie version de Spike Lee. Mais là, en l'occurrence, c'est un remake qui démontre la vacuité même d'essayer de refaire ce film en fait. Et je pense que c'est un témoin aussi de l'importance et de la qualité de Oldboy, quoi. C'est-à-dire que de l'original. Parce que en fait, encore une fois, je pense que personne, y compris par Chan-wook, ne peut refaire ce film, quoi. Il y a vraiment un espèce de précipité sur le moment où ça a été fait, qui fait que en gros ça a parlé à l'époque, ça a parlé voilà, et ça tient encore la route aujourd'hui, quoi. Et puis le cast aussi, tu vois, c'est pareil. Tu me parles de Josh Brolin et tout, oui, c'est un super comédien et tout, mais il est parfait. Il est incroyable, quoi, dans le truc. Et puis surtout, je trouve qu'il a l'âge parfait. Tu vois, il a un côté un peu usé, un peu fatigué, et en même temps avec ses cheveux complètement explosés en bataille, en fait. C'est pareil, en fait, le visage même du mec, en fait, qui commence déjà à l'époque à être un peu buriné, un peu usé, etc., avec ses cheveux complètement pétés, en fait, derrière. Ça aussi, pour moi, c'est un super symbole, en fait, du film. D'ailleurs, le film est souvent résumé, là, d'ailleurs, c'est le cas sur la jaquette, par juste sa tronche avec son marteau, en fait. Ouais, et là, en fait, quand tu vois ça, tu dis, ah ouais, ça y est, d'accord, je comprends le perso, quoi. Et pour moi, ça, c'est vraiment une marque, en fait, d'un film qui est très contenu, en fait. En fait, c'est aussi une extension de son... Enfin, ce qui est marrant, en fait, si tu veux, c'est que j'ai cette notion-là... En ce moment, je suis en plein dans John Woo, là. Et en fait, le truc, c'est que John Woo, il y a cette notion où je pense que les armes à feu, elles sont pas du tout traitées comme dans les films américains. Non, c'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, une extension de leurs sentiments. Donc, des fois, en fait, tu les vois en train de rouler sur eux-mêmes et tirer partout, mais en sachant qu'ils vont pas atteindre leur cible. En fait, c'est juste, en fait, c'est presque un... Tu sais, c'est un cri quand tu vois, comment il s'appelle, Keanu Reeves dans Point Break, qui, à un moment donné, lâche la pression et tire en l'air et tout, tu vois. Il y a une espèce de notion comme ça, en fait, et finalement, c'est très, très rare, je trouve, dans le cinéma d'action, de traiter ça comme ça. Et là, je trouve qu'en fait, le maillet, c'est la même chose, en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est traité comme une extension de ce qu'il ressent, quoi. Et puis surtout de comment fonctionne le personnage. Un marteau, c'est con. En fait. Ouais, c'est vrai, c'est un outil, quoi. C'est un outil, mais c'est un outil assez basique, quoi, en fait. Tu vois, il est très brut. Donc, à la fois, il fait mal, mais en même temps, il est assez basique, en fait. Tu vois. Et puis surtout, il n'y a pas de finesse, en fait, dans le marteau. Donc tu comprends complètement le personnage en fait à travers cette arme, comme je disais, c'est ça aussi dans les bons films de vengeance, l'arme elle est constituante en fait du personnage. Mais une fois que tu as incarné ça dans le film, par 2-3 séquences au préalable, quoi, en fait le plan séquence dans le couloir, tu comprends en fait tu crois qu'il puisse mettre à mal tous ces mecs en fait, si tu veux, tout seul, quoi, quasiment, quoi, parce qu'il est habité par ce truc. Et en fait voilà, c'est tout ça, c'est des logiques d'incarnation en fait qui rendent le film extrêmement vibrant, en fait, qui le rendent encore très très impressionnant à voir aujourd'hui, quoi. Et puis avec je suis toujours mes petites touches effets spéciaux, mais un usage en plus c'est hyper intéressant du numérique en fait dans cette séquence là, c'est-à-dire que on voit le numérique est assez voyant en fait dans des séquences où ça c'est un truc de transition que Park Chan-wook avait déjà beaucoup exploité comme beaucoup de ses contemporains. C'est-à-dire au début des années 2000, les technologies numériques se sont démocratisées. Il y a beaucoup de cinéastes qui se sont dit comment moi je peux l'utiliser. En gros, comme on a utilisé le STEAD à une époque, la Luma à une époque. Alors parfois il y a eu des abus, parfois on allait trop loin et tout. Moi je suis passionné en fait par ça, parce que comme je suis passionné par l'utilisation de la Luma et du STEAD ou de la caméra pilotée par ordinateur aussi à cette époque-là, etc., qui donc est un nouvel outil syntaxique à rajouter au langage du cinéma. Et donc ça, il l'utilise à quelques moments Park Chan-wook, mais il l'utilise aussi dans cette scène du couloir de façon assez intéressante. C'est-à-dire que bon, il y a des choses qui sont assez logiques. Par exemple, le couteau qu'il a dans le dos, il est en numérique, etc. Mais par exemple, de temps en temps, en fait, ils ont allongé le bras numériquement sur quelques images, en fait, de Tumenchik ou certains de ses adversaires, mais c'était surtout Tumenchik pour qu'il atteigne vraiment ses adversaires. Parce que c'était pas chorégraphié totalement. Exactement. Quoi, ouais. Et en fait, ce qui est super, moi je trouve là-dedans, c'est que c'est pareil, il y a un équilibre en fait qui est maintenu où ils ont pas cherché la perfection partout. Encore une fois, on parle de John Wick depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que John Wick, c'est de toute façon Stahelski, ouais, pardon. C'est un truc qu'il assume complètement, lui, sa référence notamment à la danse et au ballet dans les films. Et donc, il y a une espèce de quête de perfection en fait dans les John Wick,
notamment avec les outils numériques, mais pas que, quoi. Et là, en fait, c'est pas ça, en fait, c'est que juste, ils cherchent à ce que les couilles fassent mal au maximum, en fait, de temps en temps. Donc, il y a ce que je veux dire par là, je suis un peu brouillon, mais il y a une espèce d'équilibre, en fait, entre la maîtrise, en fait, et le chaos assumé, en fait, qui est hyper intéressant. Et le film, je trouve que c'est pareil, il maintient, en fait, cet équilibre pendant très longtemps, où tout à coup, il te fait un plan hyper composé, en fait, très graphique, assumé, et à côté de ça il te fait des choses qui sont un peu erratiques, un peu t'as l'impression que c'est un peu filmé à l'arrache, parce que probablement ça a aussi été le cas. Encore une fois, c'est un film qui a été difficile à tourner, qui moi me fascine, en fait, et je trouve que ça nourrit, en fait, l'incarnation dont tu parlais, le côté très viscéral du film. Je dirais que s'il y a quelques trucs qu'on vieillit, justement, c'est ces transitions numériques, en fait, pas sur cette scène, pas sur la scène du truc, mais c'est ces quelques transitions numériques où évidemment aujourd'hui tu les ferais beaucoup mieux, tu les ferais beaucoup plus fluides, et en fait le truc c'est que je pense que quand tu revois le film à la revoyure, en fait, en plus je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, encore une fois, dans le truc, c'est qu'apparemment, en fait, il y avait la problématique de comme c'est tourné en pellicule et que de l'autre côté, en fait, si tu veux, c'était scanné. En fait, ça fait partie des trucs qui vieillissent à l'image. Exactement. Le problème, en fait, des transitions numériques de l'époque, c'est elles sont réussies. Quand tu diffuses le film en pellicule. Voilà, si elles sont pas trop criardes, j'allais dire, mais ça on s'en fout. Moi je m'en fous, en fait, de me dire tout à coup, là il y a de la mise en scène dans la scène du couloir, tu te dis complètement. Non mais il y a de la mise en scène. Non mais il y a de la mise en scène tout le temps. Non mais je veux dire que tu sentes le procédé de mise en scène. Moi c'est pas un problème pour moi, ça l'a jamais été. Au contraire, j'adore ça, en fait, quand le cinéaste il dit je suis là, regarde comment je filme ça. Et le truc c'est que elles sont pas parfaites parce qu'elles ont été faites avec très peu de moyens. Et puis encore une fois, c'est ce qu'on disait effectivement dans le podcast disparu, mais le problème c'est qu'il fallait faire rentrer les images dans l'ordinateur, il fallait les sortir de l'ordinateur, et donc tu scannais la pellicule, tu faisais le plan truqué et tu refilmais, en fait, un écran vidéo, basiquement, avec de la pellicule, et donc t'avais une perte, en fait, de qualité. Des perditions de qualité. Si t'as vu Les Visiteurs de Jean-Marie Poiret, quand les scènes où Jacouille la fripouille, il est avec son homologue bourgeois là, lui le personnage de Clavier là qui fait le mec contemporain là, il a souvent des blazers avec des couleurs criardes, du rouge, des trucs comme ça, et les plans quand ils sont tous les deux ensemble, les couleurs sont complètement dégueulasses, complètement pétées, en fait, parce que justement les scanners et les écrans avec lesquels tu refilmais l'image truquée étaient pas à la hauteur, en fait. À l'époque c'était très compliqué, et ça a duré jusqu'à à la fin des années 2000, en fait, grosso modo, jusqu'à ce que tout le monde en gros passe au numérique. Voilà, et que la chaîne de post-production soit un peu où là t'avais pas de déperdition, et avec le numérique tu peux dupliquer tant que tu veux. Bon, après ça reste, encore une fois, ça reste quelques plans, comment dire, voilà, mais ça explique aussi la déperdition de qualité quand tu le vois en 4K, parce que c'est ça, le film est sorti en 4K, évidemment, voilà, donc la trilogie entière est sortie en 4K, avec en plus, en l'occurrence, un gros truc de storyboard dedans, voilà, enfin Park Chan-wook est très proche, enfin en tout cas ils étaient, mais je crois qu'ils sont toujours proches, en fait, avec Bong Joon-ho, et c'est des cinéastes qui storyboard tout, et là aussi c'était une grosse distinction avec le cinéma hongkongais, où pour le coup, quand bien même parfois ils pouvaient utiliser du board, c'était quand même assez non mais là c'était, en fait, là c'est le cinéma de Hong Kong, c'est encore une autre logique, quoi. Mais on n'en parle pas assez, il faudrait qu'on fasse plus d'épisodes dessus. Mais je veux bien, moi. Mais voilà, mon cher Julien, je pense qu'on boucle la boucle. Écoute, voilà. Je sais pas, est-ce qu'on a tout dit, Alain? On a tout dit oui, je crois bien. Alain, il croit bien qu'on a tout dit. Voilà, entendu la voix douce alors que moi je gueule. All Boy, donc ça a 20 ans. C'est Park Chan-wook. Ça vient de sortir en 4K. On recommande. Exactement. Voilà, pour une fois. Bah oui, bien sûr. Est-ce que parce qu'on n'a pas vraiment recommandé les maîtres de l'univers la dernière fois, je crois. C'est vrai, la dernière c'était l'univers, Voilà. Bah écoute, merci mon bon Julien. Bah merci mon bon Stéphane. Merci à la technique, merci à Joe Kanté qui est derrière lui, et puis voilà. C'est bon, Joe Kanté, oui, c'est vrai. Et et puis merci à vous tous qui nous suivez, puis on se dit bientôt avec un autre film. Exactement, Stéphane. Peut-être un film de Hong Kong. C'est vrai? Bon, on verra. Je sais pas, on va réfléchir. Bien, Merci à tous, au revoir. Salut.